Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de présenter ce travail et je vais donc vous parler de l'atteinte nerveuse périphérique dans la maladie de Hansen à travers une série rétrospective de 41 cas. La maladie de Hansen ou lèpre est une infection lentement progressive à Mycobacterium leprae. Cette bactérie a un tropisme pour la peau et le système nerveux périphérique. Les manifestations cliniques dépendent de la réponse immunitaire du sujet. À une extrémité du spectre, on trouve les formes lépromateuses qui sont caractérisées par une faible réponse immunitaire, des lésions cutanées nombreuses. À l'autre extrémité, les formes tuberculoïdes sont caractérisées par une réponse immunitaire adaptée, plus importante, peu de lésions cutanées, et entre les deux, les formes borderline. L'incidence de la lèpre a très nettement régressé depuis les années 90 grâce à une campagne d'éradication menée par l'OMS, mais reste un problème de santé publique dans certaines régions du globe. Donc on le voit, les Antilles, l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne et puis l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est. Donc la bactérie a un tropisme au niveau du système nerveux périphérique pour les cellules de Schwann. Une fois qu'elle a pénétré la cellule de Schwann, donc, ceci entraîne une réaction inflammatoire avec formation de granulomes et une hypertrophie des nerfs. Notre élément important dans la physiopathologie de la lèpre est la notion de réaction lépreuse, en fait, qui correspond au cours de l'évolution de la maladie à une modification de l'état immunitaire vis-à-vis de la bactérie, qui donne des tableaux neurologiques et cutanés aigus et qui représentent une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc cliniquement, l'atteinte nerveuse est celle d'une multinévrite hypertrophique, prédominant sur les nerfs sensitifs et qui affecte en particulier les nerfs superficiels puisque la mycobactérie se reproduit à basse température et les nerfs sujets à compression dans des sites de compression anatomique du fait de l'hypertrophie nerveuse. L'atteinte des nerfs crâniens est décrite ainsi que la dysautonomie. Et donc notre objectif est de décrire les caractéristiques cliniques et électrophysiologiques de cette neuropathie au sein d'une cohorte de 41 patients. Donc pour ceci, nous avons recueilli rétrospectivement les données cliniques et électromyographiques de patients atteints de lèpre qui ont bénéficié d'un électroneuromyogramme entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2018 dans le service de neurophysiologie clinique de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. 41 patients ont pu être inclus, un âge moyen au moment de la réalisation de l'électroneuromyogramme de 40,1 ans, avec une prédominance masculine. Concernant l'origine géographique de ces patients, donc 44% étaient originaires d'Afrique subsaharienne. Les autres régions très représentées étaient l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et puis l'océan Indien. Concernant la maladie de ces patients, donc l'âge moyen des premiers symptômes était de 31,4 ans. Donc symptômes cutanés, neurologiques ou les deux. Alors la forme de la maladie était une donnée manquante pour un quart de l'échantillon. Pour les 3 quarts restants, donc, il s'agissait d'une forme lépromateuse dans 27% des cas, d'une forme tuberculoïde dans 27% des cas et de forme borderline pour les 19% restants. Donc cliniquement, l'ensemble des patients présentaient des signes sensitifs, subjectifs ou objectifs qui intéressaient un tronc nerveux pour 22% des patients et plusieurs troncs pour 78% des patients. Pour 39% des patients, donc un chiffre relativement important, le tableau au membre inférieur était celui d'une multinévrite confluente, donc qui mimait une polyneuropathie des membres inférieurs. Et enfin, 43% des patients rapportaient la présence de douleurs neuropathiques. L'atteinte motrice était moins fréquente puisqu'on retrouve un déficit moteur clinique chez 14 patients. Pour 4 d'entre eux, il s'agissait d'un déficit intéressant un territoire ulnaire. Et pour les 10 autres, il s'agissait d'une atteinte multitronculaire. Mais là aussi, le déficit ulnaire était le plus fréquent. Un patient présente une diplégie faciale et 3 patients présentaient une atteinte du trijumeau. 4 patients avaient bénéficié par le passé de chirurgie de décompression nerveuse. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que la neuropathie révélait la lèpre chez 4 patients qui ne présentaient pas d'atteinte cutanée. Alors, donc, électrophysiologiquement, donc, pour ce qui est de la conduction sensitive, 383 nerfs sensitifs ont été explorés chez l'ensemble des patients et 240 de ces nerfs, soit 63%, étaient altérés, donc réduits d'amplitude ou abolis dans 137 cas, soit 36% des nerfs. Donc, quand même une atteinte sensitive assez sévère. Ça concernait 40 patients. En fait, le seul patient qui ne présentait pas d'anomalie d'un potentiel sensitif était un patient présentant une atteinte du trijumeau.
Le diagramme représente le nombre de nerfs réduits ou abolis par patient. Et donc, ce qui est notable là aussi, c'est que la neuropathie est sévère puisque 9 patients présentaient une anomalie sur 10 potentiels sensitifs, c'est-à-dire tous les potentiels sensitifs testés. Et toujours dans cette même notion de gravité de la neuropathie, 27% des patients de l'échantillon présentaient une abolition de l'ensemble des potentiels sensitifs aux membres inférieurs. Enfin, on notera une atteinte très sélective des fibres au sein du nerf médian chez 2 patients, c'est-à-dire qu'ils présentaient une atteinte sensitive au niveau d'un doigt et pas de l'autre au sein du même tronc médian. Alors, quels étaient les potentiels sensitifs les plus souvent altérés? Donc, c'était ceux des membres inférieurs, puisque le musculo-cutané inférieur était réduit ou aboli dans 76% des cas et le sural dans 67%. Et aux membres supérieurs, donc, le potentiel ulnaire était réduit dans 64% des cas, donc souvent dans un contexte de ralentissement au col, et la branche superficielle du nerf radial, donc on l'a dit qui est très superficielle, était également altérée dans 60% des nerfs explorés. Sur le plan moteur, donc l'atteinte était quand même moins fréquente, 300 nerfs moteurs ont été explorés, on notait une réduction d'amplitude du PGAM dans 37% des cas, et ça concernait 75,6% des patients de l'échantillon. Là également, l'atteinte était fréquente aux membres inférieurs, 56 et 46% donc pour les nerfs fibulaires communs et nerfs tibiales de réduction du PGM, et aux membres supérieurs, le potentiel moteur le plus souvent réduit était l'ulnaire, dans 31% des cas. Les anomalies de conduction motrice, donc aussi de compression anatomique, étaient fréquentes, mais on en a également noté, ça c'est aussi une notion importante, en dehors de ces sites de compression, donc par atteinte de la cellule de Schwann, donc des chiffres quand même relativement élevés. Donc la vitesse de conduction motrice du fibulaire commun était ralentie au col du péroné sur 20,5% des nerfs. On notait au niveau du nerf ulnaire une vitesse de conduction motrice ralentie au coude dans 39,2% des nerfs explorés, un bloc de conduction chez 8 patients également à ce niveau au coude. Et au niveau du médian, la latence distale motrice était allongée sur 28,2% des nerfs explorés, et on notait un bloc de conduction donc à l'avant-bras chez 4 patients. Alors, concernant l'évolution, donc on a disposé d'un électromyogramme de contrôle pour un patient. Alors, c'était un patient qui avait présenté une réaction lépreuse, donc de type érythème noueux, avec des symptômes neurologiques en particulier sur un nerf médian. Ce patient a été traité rapidement par corticothérapie. L'électromyogramme était contrôlé 22 mois après. Et donc, on notait une amélioration des amplitudes sensitives motrices, et donc tout particulièrement sur le nerf qui était symptomatique au moment du premier électromyogramme. Donc, d'où l'intérêt d'un traitement rapide de ces réactions lépreuses. Donc, en conclusion, la multinévrite ancienne donc, est une multinévrite à prédominance sensitive qui, dans notre série, touche au premier plan les membres inférieurs et aux membres supérieurs, donc le nerf ulnaire et la branche superficielle du nerf radial. Les anomalies de conduction motrice sont fréquentes au site de compression, mais également possibles en dehors de ces sites. On notera également la sévérité de ces neuropathies, peut être expliquée par un délai long entre l'apparition des symptômes et la réalisation de l'électroneuromyogramme. Et donc, les choses à retenir pour la pratique, donc il faut évoquer la maladie de Hansen chez tout patient présentant une multinévrite originaire de zone endémique. Et donc, chez les patients présentant une lèpre, donc on propose la réalisation d'un électromyogramme systématique avant le traitement, puisqu'on a vu il y a de nombreuses atteintes infracliniques, et puis la corticothérapie en urgence en cas de réaction lépreuse. Et donc, on l'a vu qui peut permettre une récupération dans certains cas. Voilà, je remercie Thierry Maisonneuve et l'ensemble des membres du service de neurophysiologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière qui m'ont permis de réaliser ce travail et d'apprendre l'EMG. Le temps pour une question. Je vais poser une question sur les données que vous n'avez pas montrées. C'est pas gentil. Non, c'est concernant les neuropathies des petites fibres, et notamment si dans les territoires, est-ce qu'il y a des données cliniques concernant des troubles de la sudation dans les territoires des nerfs atteints, parce qu'il me semble que c'est souvent le cas, ça fait une neuropathie des petites fibres. Oui, finalement. alors ça c'est au Est-ce niveau qu'on a une idée de...
Oui, c'est quelque chose qui est décrit. Donc on n'a pas. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors nous, dans notre étude, non, pas du tout. Mais sinon, au niveau des macules hypochromiques, généralement, en effet, il y a des défauts de sudation en général sur les lésions là. Je crois qu'en effet, il y a une diminution de la sudation, mais nous, on n'a pas du tout collecté ces données, quoi. Merci beaucoup.